Bonjour Héloïse Fayet. Bonjour. Si je vous ai bien compris, quand on entend Poutine dire ça, pas de panique, sinon on rentre dans le jeu de Poutine, c'est ça? En résumé, c'est un très bon résumé. C'est de la rhétorique nucléaire auquel on doit s'habituer pour maintenir l'aide à l'Ukraine sans se faire intimider par Poutine. Donc la dissuasion, c'est d'abord une affaire de psychologie? C'est la base de la dissuasion, c'est la psychologie, c'est comprendre son adversaire et comprendre ce qui va lui faire peur. Ça coûte cher quand même la consultation chez le psy, hein, parce que là, même la Sécu ni les mutuelles n'y suffiront quand même. Oh, bah, en France, c'est que 13% de la future loi de programmation, la programmation militaire, pour quelque chose qui permet de nous défendre et d'assurer une autonomie stratégique. Je trouve que c'est pas si cher payé. On le disait tout à l'heure, on va y revenir, parce que j'ai peut-être une objection sur ça. Est-ce que la guerre en Ukraine, en tous les cas, n'a pas remis malgré tout au premier plan la menace nucléaire? Est-ce que, en gros, c'est que du bluff, ou bien est-ce que il n'y a quand même pas un danger quand même qui remonte? Alors, c'est pas du bluff, dans le sens où c'est effectivement, depuis la fin de la guerre froide, le premier conflit qui se déroule sous une ombre nucléaire aussi forte. C'est la première fois qu'un État doté d'armes nucléaires, donc la Russie, se sert en fait de cette menace nucléaire pour envahir un État qui n'a pas d'armes nucléaires, donc dans ce cas l'Ukraine. Mais après, quand on regarde l'état du monde, on se rend compte que le retour du fait nucléaire dans les relations internationales, ça ne date pas de février 2022. Déjà, on peut se dire que l'invasion de la Crimée en 2014, la Russie l'avait déjà faite à l'aide de ses armes nucléaires. On voit aussi qu'il y a des risques de prolifération nucléaire en Iran, que la Corée du Nord fait pas mal de déclarations sur le nucléaire, la Chine aussi. Et donc, en fait, c'est toute cette compétition stratégique qui se retrouve teintée de nucléaire. Oui, mais est-ce que là, justement, ce qui n'a pas rendu la menace plus crédible, ou en tous les cas plus réelle, et qui a suscité beaucoup d'inquiétudes en Occident et en Europe de l'Ouest, et en Europe centrale aussi, a fortiori, c'est qu'on a redécouvert quelque chose qu'on avait complètement oublié, peut-être qu'on y reviendra, c'est ce qu'on appelle le nucléaire tactique. Alors, effectivement, il y a en fait une particularité. En fait, on peut avoir un stade intermédiaire entre vitrifier complètement un pays, le détruire complètement, et puis envoyer une petite bombinette nucléaire. Alors, le problème, c'est qu'une bombinette, ça reste du nucléaire, et il faut bien penser, faut bien avoir en tête que l'arsenal nucléaire russe aujourd'hui, les armes nucléaires tactiques qui font partie de cet arsenal, la puissance est supérieure à Hiroshima. Donc on est quand même sur, certes, du tactique dans l'emploi, mais ça reste des conséquences dramatiques et ça romprait quand même le tabou sur l'arme nucléaire qui, rappelons-le, n'a pas été utilisée depuis le 9 août 1945. Donc effectivement, il y a cette subtilité en fait du nucléaire tactique, mais la doctrine russe en termes de nucléaire, que ce soit tactique ou stratégique, elle reste très claire. Et donc la Russie, comme la France ou comme les États-Unis, se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire si l'existence de l'État est en danger, si la survie de l'État est en danger. Et pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qu'on voit actuellement. Y compris donc l'arme nucléaire tactique. Oui, y compris l'arme nucléaire tactique. Les Russes l'ont rappelé en janvier 2022. Ils ont rappelé une déclaration avec les 4 autres États dotés de l'arme nucléaire, qu'une guerre nucléaire ne peut pas être menée car elle ne peut pas être vaincue, et ça inclut le nucléaire tactique. Au fond, qu'est-ce qu'une spécialiste de la dissuasion comme vous se dit quand elle entend Vladimir Poutine parler de la sorte, à la fois ces dernières heures et puis quand il s'est exprimé sur le sujet au début du conflit? Alors je me dis, mais il a vraiment plus rien d'autre à dire, et surtout je me dis, il faut que je prenne mon téléphone portable car toutes les chaînes d'infos en continu vont m'appeler parce qu'il y a en fait encore en France et je pense en Europe de l'Ouest cette peur en fait, oui, de la menace nucléaire russe. Et donc à chaque fois que Vladimir Poutine prononce le mot nucléaire, il y a cette panique qui revient. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas du tout la même couverture médiatique quand la France fait aussi du signalement stratégique. Par exemple, plusieurs fois par an, il y a des exercices nucléaires qui sont menés par la France et il n'y a quasiment pas de couverture médiatique et je trouve ça dommage. Alors, j'entends très bien ce que vous dites, mais est-ce que justement se dire rassurons-nous, finalement c'est du bluff et il est rationnel, c'est pas précisément l'erreur que l'on a faite avant le 24 février 2022? Alors, il y a vraiment une grosse différence à faire entre, disons, la rationalité quand on parle du conventionnel et la rationalité quand on parle du nucléaire. Donc le conventionnel, c'est la guerre
toutes les guerres sauf la guerre nucléaire. Oui, après même on peut dire que la guerre chimique et la guerre bactériologique, c'est dans une sorte d'entre-deux, c'est pas vraiment du conventionnel. Mais en fait, Poutine, il était rationnel dans son envie de conquérir une partie de l'Ukraine, et il faut se rappeler que les services de renseignement américains avaient très bien alerté sur ce danger, et donc en fait c'est compatible avec la rationalité de Vladimir Poutine, parce qu'il voyait que les bénéfices d'attaquer en fait l'est de l'Ukraine étaient supérieurs au coût qu'on allait pouvoir lui infliger. On n'est pas du tout dans ce même ratio quand on parle d'armes nucléaires, même d'armes nucléaires tactiques, parce que Vladimir Poutine sait très bien que ça changerait tout à fait le cours de la guerre, et que surtout, quand on regarde en fait la doctrine conventionnelle russe, le conflit en Ukraine, c'est un conflit local, avec des enjeux locaux. Et dans ce conflit, les armes nucléaires n'ont qu'un seul rôle, c'est empêcher l'escalade. Et donc c'est pour ça que Vladimir Poutine convoque en fait le nucléaire, convoque la rhétorique nucléaire, c'est pour empêcher que la France, l'OTAN, n'envoie encore plus de soutien à l'Ukraine, parce qu'il sait que ça le met en danger. Est-ce qu'il a réussi d'ailleurs à ce moment-là, en utilisant justement cette rhétorique, entre guillemets, à calmer les ardeurs de ses adversaires? Alors c'est une bonne question, je pense qu'il faut plutôt poser la question à l'Allemagne par exemple, parce qu'on voit bien là le débat sur la livraison des missiles Taurus, ou la frilosité en fait du chancelier Scholz. Il semble effectivement que l'Allemagne se sente dissuadée, enfin en tout cas les politiques allemands se sentent dissuadés par cette menace nucléaire, parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment les moyens d'y répondre. Alors que l'avantage en France qu'on a d'avoir une dissuasion nucléaire indépendante, c'est qu'on peut répondre à cette menace nucléaire russe en produisant notre propre signalement stratégique. Et c'est ce qu'on a fait en mettant 3 SNLE à la mer, donc 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à la mer en mars 2022, en maintenant des tirs de missiles balistiques, enfin des tirs de missiles de croisière, donc sans charge nucléaire, en maintenant des exercices nucléaires. Et donc c'est ce qui nous permet en fait d'être dans un dialogue dissuasif avec Vladimir Poutine au même rang que les États-Unis. Sur notre antenne, quand même, ces dernières heures, l'universitaire Olivier Zajac dit que quand même c'est le nucléaire qui a toujours maintenu la crédibilité de la Russie. Ce que vous dites sur l'Allemagne tente à confirmer cette analyse. Oui, parce qu'on le sait très bien, à la fin de la guerre froide, les Russes ont décidé de mobiliser toutes leurs finances sur justement le maintien d'un arsenal nucléaire crédible. Et beaucoup de crédits en fait sont passés dans la modernisation, dans l'invention de nouvelles technologies, l'investissement dans l'hypersonique, ce genre de choses. Et ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, c'est que toutes les forces stratégiques russes, donc notamment l'aviation russe, elle n'est pas du tout mise en danger par ce qui se passe en Ukraine. Les capacités nucléaires de la Russie sont très bien protégées. Et donc la question qu'on se pose, c'est à la fin de la guerre, vu que les forces conventionnelles russes seront largement affaiblies, est-ce que le président Poutine ou son successeur se reposera encore plus sur les armes nucléaires? Et c'est là qu'il y aura potentiellement un danger, et c'est à ça qu'en fait on doit se préparer dès maintenant. Nouvelle prise de parole cette fin de semaine d'Emmanuel Macron, cette fois-ci aux 20h de TF1 et de France 2, avec l'évocation de l'éventualité d'une intervention au sol. Ces conseillers ont vanté un concept, celui d'ambiguïté stratégique. Est-ce qu'il fait écho à un concept que vous avez exposé et que vous avez évoqué tout à l'heure, vous allez peut-être nous définir, qui est celui de signalement stratégique? Alors de toute façon, l'ambiguïté stratégique, c'est pas du tout nouveau. Je veux dire, c'est un concept qui existe dans la guerre conventionnelle depuis des centaines d'années, et qui consiste effectivement à ne pas montrer clairement à son adversaire ce qu'on va faire, parce que du coup l'adversaire pourrait s'y préparer. Et donc c'est pareil. On réussit les Russes, ceci dit. Oui, mais chaque État le fait, et c'est pour ça notamment pareil qu'on ne met pas en place des lignes rouges. Parce que si jamais on n'arrive pas à faire en sorte que... Enfin, si votre adversaire traverse une ligne rouge, mais que vous n'êtes pas capable de le punir comme si vous l'avez dit, et ben dans ce cas-là, les lignes rouges, elles ne servent à rien. Et ça s'est très bien vu en Syrie, lorsque le président Obama a renoncé finalement à frapper la Syrie. Donc l'ambiguïté stratégique, c'est tout à fait connu depuis des centaines d'années. Est-ce que c'était le concept pertinent à mobiliser lorsqu'on parle d'envoyer des troupes au sol, sachant que ces troupes ne sont pas forcément définies? La question peut se poser, notamment du fait de l'incompréhension que ça a suscité à nouveau en Allemagne,
où en fait je pense que le flou était trop important. Donc je pense que c'est important évidemment de maintenir un certain flou sur ce que la France pourrait faire, sur ce que l'OTAN pourrait faire, mais pas au point de crisper en fait les partenaires. Et donc peut-être qu'une autre formulation, en insistant sur le fait que ça allait être des troupes non combattantes pour du soutien au déminage par exemple, aurait été peut-être un peu mieux perçue. Question quand même justement sur la force nucléaire française. Est-ce que la France, sans le nucléaire tactique, est crédible dans sa dissuasion ? Oui, la France n'a pas besoin de nucléaire tactique pour être crédible parce que la doctrine française n'est pas la même que celle des États-Unis ou de la Russie, où il y a cette idée en fait d'une progression dans l'escalade. La France, en fait, elle considère que dès qu'il y a un emploi de l'arme nucléaire, ça change le cours d'un conflit et donc on passe en fait d'un conflit guerrier à quelque chose de politique. Mais la France est crédible dans sa dissuasion, notamment parce que lorsque Emmanuel Macron justement parle d'envoyer des troupes au sol, Poutine répond justement en agitant la carte du nucléaire. Donc ça montre bien en fait qu'il a perçu cette menace et qu'il sait que la France peut se permettre d'être indépendante en fait dans ses prises de position grâce à la dissuasion nucléaire. Et c'est aussi cette dissuasion qui a permis à la France de conduire du signalement stratégique indépendant, même un peu avant le début de la guerre en Ukraine. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne risque pas du coup de trop, en France, se reposer sur uniquement la dissuasion nucléaire ? Ouais. Parce qu'on sait très bien que la dissuasion nucléaire, elle ne peut pas dissuader de toutes les menaces. Et donc c'est très important d'avoir ce qu'on appelle un épaulement entre les forces conventionnelles et les forces nucléaires. Et donc c'est quelque chose qui progresse en France, mais qui reste encore un petit peu compliqué. Alors, ça ferait plaisir au général Vincent Desportes, ce que vous dites, qui a été longtemps directeur de l'école de guerre ici à Paris, et qui ont toujours dit qu'il était important d'avoir des forces conventionnelles pour pouvoir laisser penser que la menace nucléaire est crédible. Parce que si on sort l'arme nucléaire tout de suite, oui, c'est un peu prendre au moins un marteau pour écraser une mouche. En 2013, quand les Occidentaux, vous y faisiez allusion tout à l'heure, renoncent à attaquer Bachar el-Assad, donc on avait dit qu'il y avait des lignes rouges à l'époque, Barack Obama en premier, si on constatait l'utilisation d'armes chimiques notamment, et les renseignements ont, semble-t-il, montré à ce moment-là que le régime syrien avait utilisé de telles armes. Pour autant, les Occidentaux, donc en août 2013, à commencer par Barack Obama, renoncent à attaquer Bachar el-Assad. Certains s'écrivent justement, comme le général Desportes, à ce moment-là, si quand une ligne rouge, qu'on a définie rouge est franchie, on n'attaque pas, la dissuasion nucléaire n'a plus de sens. Alors là, dans le cadre de la Syrie, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de rapport nucléaire, parce qu'à nouveau, la dissuasion nucléaire, elle s'exerce entre deux États dotés. Donc la Syrie n'étant pas un État doté, ce n'était pas un rapport de dissuasion nucléaire qui se mettait en place. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas mettre en fait de lignes rouges très définies lorsqu'on parle de nucléaire. Et c'est pour ça notamment que le concept des intérêts vitaux, donc s'ils seraient attaqués, les intérêts vitaux français avec leur dimension européenne, s'ils étaient attaqués, ça pourrait faire l'objet d'une riposte nucléaire. Le flou autour des intérêts vitaux est volontaire parce que comme ça, votre adversaire, en fait, il ne sait pas ce qui pourrait provoquer des représailles et donc il s'abstient de vous attaquer. Est-ce que la prolifération nucléaire, en particulier dans une zone que vous connaissez bien, sur laquelle vous travaillez, le Moyen-Orient, rend la menace plus forte ou peut au contraire dissuader des pays d'entrer en guerre ? Alors c'est une bonne question parce que... J'en ai posé au moins deux. Alors déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que la guerre en Ukraine, du coup, a rappelé effectivement, comme on le disait, le rôle des armes nucléaires. Et donc, il y a certains pays, donc au Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, mais aussi en Asie du Nord-Est, comme la Corée du Sud, qui ont exprimé en fait des velléités de prolifération en disant, on voit bien qu'il n'y a que les armes nucléaires qui pourraient nous protéger. Et donc, c'est un facteur supplémentaire, en fait, une motivation supplémentaire pour la prolifération. Mais disons que la dissuasion nucléaire qu'on a entre les États-Unis et la Russie, c'est quelque chose de très ancien, de très bien établi. Donc il y a encore des communications aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie.
Mais c'est quelque chose qu'on ne verrait pas du tout pouvoir se mettre en place au Moyen-Orient. On voit très mal en fait un éventuel Iran nucléaire discuter de stabilité stratégique avec un Israël nucléaire et une Arabie Saoudite nucléaire. Et une Arabie Saoudite nucléaire. Et donc c'est pour ça que c'est très important de continuer à œuvrer contre la prolifération au Moyen-Orient. Vous dites, alors, en Corée du Sud, il y a aussi des